Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 31 mars, en plein week-end de Pâques. J'espère que vous allez bien. On est parti pour notre tour d'horizon hebdomadaire des 5 actualités économiques mondiales à retenir cette semaine. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent, et que pour ça, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Quorum l'Épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles, en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant on commence notre tour d'horizon de l'actualité économique avec une statistique alarmante. Pour la première fois depuis 700 ans, la population mondiale va diminuer. En fait, selon une étude issue du Global Burden of Disease et pilotée par l'Institute for Health Metric and Evaluation, autour de l'année 2050, l'indice de fécondité moyen pourrait se situer autour de 1,8 enfants par femme à l'échelle de la planète, soit en dessous du seuil de renouvellement de la population qui est établi à 2,1 enfants par femme. Et cet indice pourrait même chuter à 1,6 enfants par femme à la fin du siècle, selon ses travaux. L'étude note que d'ici là, seuls 26 pays auront un taux de natalité supérieur au nombre de décès. Une baisse de la population serait la première fois en 7 siècles qu'un tel événement se produirait. La dernière fois qu'elle s'est produite, c'était après la pandémie de peste bubonique de la mort noire, qui a tué jusqu'à 50 millions de personnes au milieu des années 1300, réduisant ainsi la population mondiale de 400 millions à 350 millions. La docteure Natalia Bhattacharjee, co-auteure de l'étude, a déclaré que la baisse du taux de fécondité, je cite, reconfigurera complètement l'économie mondiale et l'équilibre international des pouvoirs et nécessitera aussi une réorganisation des sociétés. En fait, cela laisse entrevoir l'augmentation de l'immigration en provenance des pays où il y a encore un baby-boom, comme l'Afrique subsaharienne, afin de combler les pénuries de main-d'œuvre dans les pays dont la population est vieillissante. Dans des pays comme la Corée du Sud, où il y a 2 fois plus de décès que de naissances, le recours à la migration de masse n'est pas exclu. En fait, le ministre de la Justice de la Corée du Sud a récemment déclaré que le pays était confronté à, je cite, une catastrophe démographique et à un risque d'extinction. Et à l'horizon 2050, l'Europe va elle aussi être confrontée à ces dilemmes démographiques pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à l'économie russe, qui est impressionnante en temps de guerre. Cette année, les salaires du bas de l'échelle ont augmenté de 20%, soit largement plus que l'inflation. Le chômage est à son plus bas, tout comme le taux de pauvreté aux alentours des 10%. Au final, il y aurait 2,5 millions d'emplois à pourvoir, faute de bras, à cause de la mobilisation des soldats et de l'exode de plusieurs centaines de milliers de Russes qui ont fui le pays lors de l'invasion de l'Ukraine. La guerre fait des victimes, mais l'État indemnise largement les familles des morts et des blessés. Poutine a multiplié les aides et les promesses à la veille de l'élection, à la fois pour la santé, pour l'emploi et pour les provinces. Tout cet argent provient d'un fonds de réserve qui a été constitué avant la guerre, réserve qui est aujourd'hui vidée de moitié selon l'agence de presse russe TASS. Mais la Russie peut compter sur les recettes d'exportation des énergies fossiles telles que le pétrole, le gaz ou encore le charbon. Dans les chiffres, le pays encaisse encore 700 millions d'euros par jour, provenant principalement de la Chine, de la Turquie et de l'Inde. La croissance économique n'est pas mauvaise, entre 2 et 3% annuels, grâce à l'activité des usines d'armement qui tournent à plein régime. En fait, les dépenses militaires sont à un plus haut historique, à 6% du PIB. En revanche, les recettes en provenance de l'énergie ne suffisent pas pour soutenir l'effort de guerre. Vladimir Poutine a annoncé une hausse d'impôts pour les classes aisées, c'est-à-dire les revenus supérieurs à 50 000 euros par an, afin de remplir les caisses de l'État, mais aussi pour contenter les classes populaires qui soutiennent globalement Poutine. Pour la troisième actualité, on s'intéresse au prix du cacao qui a explosé de plus de 300% en 2 ans. À plus de 9 000 $ la tonne, le prix du cacao dépasse désormais celui du cuivre. Une flambée qui se répercute directement sur les prix en magasin. Typiquement, l'incontournable lapin doré en chocolat du géant suisse Lindt a vu son prix augmenter de 10% en 2023 et a annoncé en mars que ses prix allaient encore augmenter de 5% cette année et sûrement plus en 2025. À ce rythme, le prix du lapin vaudra bientôt de l'or et les Français sont directement concernés avec une consommation moyenne de 3,5 kg de chocolat par an, loin derrière les Américains qui affichent une consommation moyenne de 9 kg par an et ridiculisent les Chinois avec seulement 200 grammes par an.
an. Autrement dit, un Américain mange autant de chocolat que 45 Chinois à l'année. Pour en revenir au cacao, cette hausse fulgurante s'explique principalement par des phénomènes climatiques, notamment avec l'oscillation australe El Niño, qui se produit lorsque les températures de la surface de la mer du Pacifique oriental tropical augmentent d'au moins 0,5 degrés au-dessus de leur moyenne à long terme, et cela peut avoir des conséquences parfois désastreuses sur plusieurs cultures. Et le cacao est très sensible au changement climatique, en particulier aux températures plus chaudes qui peuvent entraîner des maladies dans les cultures. Résultat, les intempéries, les maladies des arbres en Afrique de l'Ouest, qui produit environ les 2/3 du cacao mondial, ont décimé la production de la Côte d'Ivoire et du Ghana, les deux plus grands producteurs mondiaux de fèves de cacao. Plus précisément, les expéditions de cacao de ces deux pays ont diminué de près de 40% par rapport à 2022. Cette baisse de l'offre de cacao, conjuguée avec une demande qui augmente à l'échelle mondiale, se répercute inévitablement sur le prix d'achat. Pour la quatrième actualité, on revient en France, où le déficit public est bien plus élevé que prévu. Selon l'INSEE, en 2023, le déficit s'établit à 5,5% du PIB, alors que le gouvernement tablait sur 4,9%. Et au bout du compte, ces 0,6% de déficit public en plus se traduisent plus concrètement par 18 milliards d'euros de déficit supplémentaire. Pour rappel, le déficit public représente la différence entre d'un côté les dépenses qui sont liées à la protection sociale, l'éducation, la défense, etc. et de l'autre par les recettes de l'État, c'est-à-dire les impôts, taxes, cotisations sociales, etc. Naturellement, lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes, il y a déficit. Mais alors comment s'explique cette augmentation du déficit public en France? Principalement par des recettes fiscales qui n'ont quasiment pas évolué face à des dépenses qui ont continué d'augmenter. Dans les chiffres, les recettes ont évolué de 0,3% en 2023, soit 2,8 milliards d'euros supplémentaires. Les recettes liées à la TVA, qui représentent 35 à 40% des revenus de l'État, ont augmenté de 2,8% en 2023 contre 7,6% en 2022. Alors que de l'autre côté de la balance, certaines aides ont été indexées ou revalorisées en raison de l'augmentation générale des prix. D'après l'INSEE, le coût des prestations sociales versées a augmenté de 3,2% après une hausse de 1,2% l'année dernière. Les dépenses de fonctionnement de l'État ont aussi augmenté de 6% et enfin 2023 a été la première année pleine d'application de la hausse du point d'indice des fonctionnaires. Au final, l'équation est simple, des dépenses en hausse d'un côté et des recettes qui stagnent de l'autre. Résultat, le déficit se creuse. Pour la dernière actualité, on s'intéresse aux grandes villes françaises où les prix de l'immobilier baissent le plus sur un an. Alors en moyenne, entre mars 2023 et mars 2024, les prix ont baissé de 1,4% en moyenne sur toute la France pour atteindre un prix par mètre carré moyen de 3037 euros. Mais vous vous en doutez bien, il y a une forte disparité entre les villes. Typiquement, dans les 10 plus grandes villes françaises, le recul des tarifs est de 3,2% en moyenne, mais c'est aussi en général ces mêmes villes qui ont vu leur prix au mètre carré le plus augmenter ces dernières années. À Paris, la baisse des prix est particulièrement marquée avec une baisse moyenne des prix de 5,3% sur un an, et donc le prix du mètre carré est passé sous la barre symbolique des 10 000 euros, plus précisément à 9 906 euros. Plus globalement, l'Île-de-France est particulièrement touchée, avec une baisse de 3,5% sur un an. Le sud de la France n'est pas non plus épargné, à l'exception de Nice qui voit ses tarifs augmenter de 2% sur un an. Mais les autres villes comme Marseille, Toulouse et Montpellier voient les prix au mètre carré baisser de 1 à 2%. En revanche, la baisse est bien plus marquée à Lyon à moins 6,7%, à Nantes moins 7%, Grenoble moins 6% ou encore Bordeaux à moins 5%, qui sont des villes qui ont particulièrement vu les prix augmenter ces dernières années. Les acquéreurs les plus pressés peuvent donc profiter de cette baisse des prix, d'autant plus que les taux ont légèrement baissé en ce début d'année à 3,95% pour un crédit sur 20 ans contre 4,30% en fin d'année dernière. Les plus patients pourront, d'après les prévisions des courtiers, profiter de taux gravitant autour des 3,25% en fin d'année 2024. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.